Comment ça va, Zeyna? Ça va et toi, Antoine? Tout va bien. Écoute, cette fois, avec du son, j'espère. C'est la dernière fois. On avait trop parlé, je pense que c'était trop lourd. C'était trop long. Alors, comment ça va? Écoute, depuis une semaine, ça n'a pas trop changé au Liban. On est toujours dans le statu quo, donc on peut en reparler. On en reparlera. Et oui, j'ai vu que c'était l'indépendance ce week-end. L'indépendance le 22 novembre 1943, parce qu'il y avait le 1er septembre 1920 où c'était le Grand Liban, qui était sous protectorat français, comme tu dois savoir. Et le 22 novembre 1943, c'était l'indépendance du Liban. Donc là, c'était ce week-end, effectivement. Et chose nouvelle, l'armée israélienne a fêté ses vœux au président au Libanais pour dire « J'espère que vous serez indépendant vraiment ». Parce que ça ne se faisait pas avant? Non, ça ne se faisait pas avant. Donc, comme tu peux voir, depuis quelques mois, il y a des rapports de normalisation avec les pays arabes qui à une vitesse grand V entre les Émirats arabes unis, entre le Bahreïn, entre plusieurs États arabes, et avec même maintenant des vols de Dubaï direct jusqu'en Israël. Donc c'est en train de se normaliser. Et tout ça, c'est une perspective plutôt positive pour l'avenir de la région. Oui, évidemment. Tant qu'il y a des rapports normaux avec les voisins, c'est toujours positif. Tout ce que les peuples demandent en général, c'est de pouvoir vivre en paix et que l'économie remarche, parce que là, tout est gelé. Alors, raconte-nous un petit peu le Liban aujourd'hui. C'est la crise économique déjà depuis longtemps. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il y a une crise économique très grave, avec un effondrement de la valeur de la monnaie, plus la crise sanitaire qui a touché comme n'importe quel autre pays. Le Liban aussi de manière très grave. La crise migratoire, puisqu'il y a 1,5 million de Syriens qui sont des réfugiés déplacés de guerre depuis 2011. Depuis 2011, presque 10 ans. Et puis, crise politique, puisque rien ne va plus au Liban. La classe politique est complètement décrédibilisée. Les gens veulent un changement de régime, mais personne ne sait dessiner un peu le futur du Liban. Et bien sûr, crise sociale et le 4 août, l'explosion, la double explosion du 4 août qui a complètement... c'était le coup de grâce de tout. Et pourtant, il y a eu beaucoup de solidarité. Les Libanais ont reconstruit sans réfléchir à tout ce qui leur arrivait, sans réfléchir à cette crise économique, sans réfléchir à la crise politique. Le lendemain, ils se sont réveillés, des millions de civils, de bénévoles à essuyer tous les verres par terre. C'était vraiment un pays géré par les civils. Il n'y avait plus d'État, plus rien. Et donc, ils se sont tous réunis. Et là, donc le statu quo, comme vous devez savoir aussi, il y a 1 an, le 17 octobre donc 2019, la rue est descendue pour demander... un changement de gouvernement. Suite à ça, c'était Hariri qui était le Premier ministre, donc Saad Hariri, le fils de l'ancien ministre assassiné en 2005, qui a démissionné. Entre-temps, il y a eu d'autres premiers ministres qui l'ont succédé. Et là, depuis peu, retour à la case départ, c'est lui à nouveau qui est Premier ministre. Donc vraiment, c'est la révolution. Tout est revenu comme au début, avec un pays qui est encore plus en arrière. Donc, c'est pas à cause de la révolution, mais il y a eu aussi la crise économique, les banques qui ont gelé, on peut plus retirer de l'argent, l'inflation de plus de 100%, les prix qui ont décollé, donc un appauvrissement, plus de la moitié de la population libanaise est sous le seuil de la pauvreté, quelque chose d'inimaginable. Et là, il y a beaucoup d'ONG au Liban en ce moment. Et pourtant, le Liban continue de faire face. Tu dis que la population s'est occupée du pays comme aurait dû le faire l'État après les explosions. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui continue, qui perdure, et comment vivent les Libanais dans un Liban dont l'État est en train de disparaître en réalité?
Alors, il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'associations sur place pour tel quartier qui essayent de faire des paniers à des personnes qui ne peuvent plus acheter, qui ne peuvent plus se nourrir décemment, des personnes qui tapent à la porte pour voir si les personnes âgées arrivent à manger, de quoi elles ont besoin. Donc, il y a beaucoup de solidarité, mais les gens sont fatigués d'un avenir. Ils vivent même plus au jour le jour, mais heure par heure. Et puis ceux qui peuvent partir n'hésitent pas à partir. C'est surtout les jeunes qui veulent un avenir meilleur en se disant un jour je reviendrai aider mon pays. Et les personnes âgées, évidemment, qui émigrent à 70 ans, 80 ans, préfèrent rester au Liban et attendre de voir ce qui va se passer. Mais la diaspora libanaise, donc en dehors du Liban, aide beaucoup les Libanais sur place, parce qu'il faut savoir que si des Libanais donc de la diaspora envoient, ça s'appelle fresh money, de l'argent frais, à ce moment-là, les Libanais sur place ont le droit de retirer cet argent. Mais leur épargne qui était déjà sur place, ils peuvent pas y accéder. D'accord. On ne peut accéder à du cash que si c'est de l'argent qui vient augmenter les réserves de devises de la banque libanaise. Et on peut l'accéder au bon taux, parce que l'argent qui est à l'intérieur, donc ils ont beaucoup perdu. Il y a eu un réel appauvrissement, c'est-à-dire ce qui valait $1 équivalait à 1500 livres. Maintenant, c'est $1 à 8000 livres. Donc, quand ils veulent retirer, ça veut dire que le dollar ne vaut plus ce qu'il valait. C'est l'ancien dollar. Donc, on les appelle les lolars, comme les livres libanaises. Les lolars qui ont perdu... combien ? Vous êtes bon en maths ? Oui, mais j'ai pas compris le mécanisme. C'est-à-dire, c'est des dollars, c'est des vrais dollars ? Alors, c'est des vrais dollars si vous les changez au marché noir. Donc, il y a le marché noir. Donc, vous sortez, vous habitez au Liban, vous voulez sortir $100. Vous sortez, vous sortez $100 en livres libanaises et vous voulez acheter du dollar. Vous allez sur le marché noir et vous devez les changer, ce qui vaut à vous perdez je ne sais pas combien, 80%, c'est ça de la valeur ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, la banque vous donne vos $100 en libanais équivaut, vous les divisez par 3000, 4000, ça c'est la banque. Et sur le marché noir, à nouveau, vous les changez pour avoir des dollars, mais équivaut à $1 équivaut à 8000 livres. Donc à la fin, plus personne ne savait ce que valait, l'argent ne valait plus rien parce que c'était incompréhensible. Donc la banque a un taux qui est entre 3000 et 5000 livres. Donc, vous récupérez vos dollars en livres libanaises et vous voulez du dollar. Donc, vous partez à nouveau au marché noir. Donc, imaginez ce que vous perdez. Donc, ça ne vaut plus rien. Au fait, c'était un moment où, jusqu'à maintenant, l'argent ne vaut plus rien. Sauf que quand vous avez faim, vous voulez acheter, c'est vraiment incroyable. À un moment, le kilo de pignon équivalait à 200 ou $200, des choses de folie. $200 le kilo de pignon de pain. Exactement. Là-bas, on utilise beaucoup de pignons de pain dans la nourriture. Qui vaut quoi normalement $10 le voilà, kilo, un truc comme ça. Tout a augmenté de manière irrationnelle, donc tellement absurde que quand je parlais à mes parents ils n'avaient plus la notion, pas seulement mes parents, mais les Libanais n'avaient plus la notion de ce que... Aucun prix. Aucun prix, ce que valait la monnaie, donc ils ne savaient plus. Et jusqu'à maintenant, c'est pareil. Ils veulent acheter un billet d'avion, il faut multiplier par 8, c'est pas possible. Et donc, les gens perdent beaucoup de leur épargne parce qu'ils doivent quand même utiliser pour vivre. Et comment ils font quand ils doivent envoyer de l'argent à l'étranger, du coup Ils n'envoient pas, c'est interdit. Alors voilà, tous les étudiants qui sont en France, généralement, c'est les parents qui envoyaient pour pouvoir les aider. C'est bloqué, ils ne peuvent plus. Mais la France a mis en place un système qui s'appelle Mahakon, le gouvernement français, et qui aide les étudiants déjà à ne pas payer leur année. Et avec aussi, il y a des aides, ils doivent faire appel parce que c'est une situation, c'est pas possible, surtout avec la crise, les étudiants ne pouvaient plus travailler dans des restaurants pour pouvoir
avoir leur année. Donc, Ah oui, ils ne pouvaient même plus travailler en France pour pouvoir, avec la cause de la crise ni sanitaire. les loyers, ni rien. Ils pouvaient, tout d'un coup, tout s'est gelé. Ah, ça c'est bien. Et ça, Mahakon, ça s'appelle? Mahakon, ça vient depuis, on va dire, depuis moins d'un mois. Mais c'est un nom arabe, c'est marrant. Mahakon, c'est-à-dire avec vous. Ah d'accord, ah ouais. Avec vous. Ah, c'est bien. Oui, Ah ouais. le gouvernement a mis ça en place pour les étudiants libanais cette année, le temps que ça se débloque. C'est un petit truc, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est énorme. Et du coup, la vie sur place, comment ça se passe maintenant au quotidien? Donc, la vie sur place se passe que tout le monde essaye de survivre, au fait. Chacun essaye de survivre. Ils comptent sur leurs enfants qui sont à l'étranger. Ils comptent les uns sur les autres. Ils mangent moins. Il y en a qui mangent moins. Il n'y a qu'à voir les frigos. Ils font attention. Généralement, les Libanais sont connus pour recevoir, pour faire... pour être généreux. Maintenant, tout est réduit. Tout est réduit au minimum en attendant de voir ce qui va se passer. En attendant de voir. Parce que là, la situation, c'est l'incertitude liée à ce que vont faire les États-Unis. C'est ça, un peu le truc qui peut changer la donne à plus ou moins court terme, c'est ça? Entre les États-Unis et la Chine, maintenant, on voit au Liban vraiment le changement des pouvoirs dans le monde. On le voit sur place. Parce que c'est vrai que c'est les États-Unis et qui se sont retirés quand même depuis la région depuis pas mal de temps. Et la Chine aussi qui a mis en place des aides depuis le 4 août sur place. Et donc, tout le monde attend de voir le remaniement international pour voir ce qui va se passer, qui va aider sans condition le Liban. Ah mais ça, oui, sans condition... clair. Ouais, voilà. Il faut au moins que parce que là, c'est pour ça que les réformes... Exactement, parce que là, on leur dit, faites des réformes dans tel secteur bancaire, dans ça, changez, parce que c'est toujours la même classe politique corrompue. Rien ne change, tout est toujours pareil. Et c'est comme s'ils attendaient que quelqu'un d'autre les aide et qu'ils les prennent avec leur mauvais côté. Donc, tout le monde attend, au fait. Oui, c'est un statu quo. Ce que tu dis, il y a même un attentisme au niveau de l'élite. Oui, surtout. C'est ça, je parle. C'est surtout là. Parce qu'il n'y a pas de... J'ai vu qu'il y avait un plan qui avait été proposé par le Premier ministre pour sortir de la crise. Il n'y a pas de force politique aujourd'hui qui a une proposition auquel les Libanais pourraient croire qui permettrait... Il y a la carte française. Lorsque le président Macron est parti, il y avait une carte française avec toutes les réformes à faire qui ne se fait pas. Tout est gelé encore. Mais est-ce qu'il y a un mouvement politique qui, par exemple, aurait pu naître de la révolution dernière, qui a une alternative crédible à proposer ou pas? Alors, il y a eu quelques initiatives, mais qui n'ont pas abouti. Ils n'ont pas abouti pour cause où ils n'étaient pas d'accord. Ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu... donc voilà, la classe politique est toujours en place. Et c'est une très bonne question que tu poses, effectivement. Ça n'a pas abouti. Est-ce que tu peux expliquer un peu le système politique libanais qui est pour le coup très très particulier? Inédit, c'est ça au fait. Donc la constitution au Liban est inédite par rapport à ses voisins. Donc c'est une constitution, donc c'est sous le régime parlementaire, c'est-à-dire les députés élisent le président, le peuple élit les députés. Mais chose inédite, c'est écrit dans la constitution que le président de la République doit être chrétien maronite. Donc les maronites, ce sont les catholiques d'Orient. Le premier ministre musulman sunnite, le chef du parlement musulman chiite, et puis après c'est réparti entre les orthodoxes et puis les autres, les druzes, oui, chaque religion, a son rôle politique. Et depuis, ça n'a pas changé. Et maintenant, tout le monde critique ce système. Mais il faut dire que s'il n'y avait pas ce système, je pense qu'on n'aurait pas duré aussi longtemps. Il n'y a qu'à voir autour du Liban. Je te laisse réfléchir si tu trouves
un pays démocratique, laïque. Alors il y en a peut-être un, mais qui est un peu polémique, c'est Israël. Mais est-ce que c'est un pays démocratique et laïque? Laïque, oui, je sais pas, je peux pas te dire. Est-ce que c'est laïque? Je ne sais pas. C'est ambigu parce que c'est pas un État laïque, puisque Israël se présente comme l'État juif. Donc par définition, il peut pas être laïque. Après, je connais pas bien du tout la Constitution et comment ça fonctionne, mais j'imagine que quelle que soit ta religion en Israël, tu dois avoir un certain nombre de droits qui sont similaires. Qu'est-ce que ça veut dire État juif dans les faits? J'en sais rien, je sais pas. Mais autour, donc si tu prends autre qu'Israël, je pense que c'est difficile. La Turquie se dit laïque, mais c'est pas vraiment laïque. Non, ça l'a été, mais c'est vrai que depuis Erdogan, c'est plus vraiment il ne se revendique absolument pas de la laïcité, bien au contraire, pour le coup. Donc le Liban vraiment est comme tu disais, le 22 novembre 1943, c'était le jour de l'indépendance du Liban. Et je pense que le Liban a vécu sa meilleure période entre 1943 et 1975, date du début de la guerre civile. Et oui. Qui a commencé en avril 1975, parce qu'au fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, la création de l'État d'Israël. Suite à ça, il y a eu plusieurs guerres, comme tu dois savoir, et une, je pense que c'était en 58 ou peut-être en... 48 Non, 48, 67 67 peut-être. Il y a eu un afflux de Palestiniens qui sont partis entre la Jordanie et le Liban. Et là, il y a eu la première vague de réfugiés qui sont venus au Liban, qui ont déstabilisé le Liban. Donc, ces Palestiniens, avec Arafat, ils commençaient à avoir... ils étaient armés. Donc, il y a eu... oui, ça a déstabilisé l'équilibre politique libanais. Exactement. Et il y avait certains Palestiniens qui voulaient prendre le pouvoir au Liban. Oui, il y a eu un attentat avant avril 1975 contre un chef chrétien, je pense, et après la vengeance avec le bus en avril 1975. Le bus qui était rempli de chrétiens, et puis voilà, la guerre civile a commencé. On a fait appel, les Syriens sont venus pour nous aider à organiser. Ils sont restés, il y a eu l'occupation, et puis ils sont ressortis en 2005 après l'attentat de Rafik Hariri, le père. Mais la guerre a duré de 1975, puis après il y a eu les accords de Taïf en 90. Et puis 2005. Donc c'est une région très complexe qui n'a jamais... 15 ans de guerre civile, oui. À peu près de 10 ans, 90, 2000 jusqu'à 2005 où... Tranquillité à peu près. Voilà, avec la reconstruction du centre-ville, tranquillité à peu près, comme tu dis. Et puis, après 2005, les Syriens sont sortis. 2005, puis 2006, il y a eu... L'attentat d'Hariri, c'est un énorme choc au Liban, j'imagine. Oui, c'était un énorme choc. Toi, tu étais au Liban? On était au Liban, oui. Et c'est après 2005 qu'on a décidé de venir en France. Comment tu as réagi quand il y a eu cet attentat? J'ai réagi, non, ça recommence avec les enfants et tout, ça suffit. Donc moi, ça ne me dérangeait pas, mais avec les enfants, recommencer, c'est-à-dire c'est un pays, on ne peut pas construire, se dire on va vieillir, finir ici, c'est pas possible, c'est comme une maison sans toit. Donc on s'est dit qu'on revienne, mais je comprends certaines personnes qui sont âgées, qui se disent ça vaut plus la peine de partir, donc ils restent parce que c'est leur pays, et c'est notre pays malgré tout, mais lorsqu'on a des enfants, on veut protéger nos enfants. Oui, parce qu'il y a un amour du Liban de la part des Libanais qui est aussi très particulier. C'est une identité qui est très forte, l'identité libanaise. Les Libanais sont très attachés à leur identité. Comme toute diaspora, justement, comme les Arméniens, comme les Juifs aussi, qui partent, qui sont aux États-Unis ou ailleurs. On est attachés au pays et on aime notre pays. On espère revenir dans un pays en paix. Mais au fait, beaucoup de personnes ont été déçues. Ils ont essayé, en 90, il y a eu beaucoup de personnes qui sont revenues de la diaspora libanaise pour reconstruire. Et moi, je suis rentrée pour travailler, pour fonder une famille,
pour tout reconstruire. Et tout allait... On s'est dit, ça y est, c'est fini, c'est l'histoire ancienne, la guerre. Donc, quand est-ce 2005, que tu étais revenu, toi ? En 95. Parce que à cause de la guerre, on a toujours été en dehors avec mes parents, en France. Et après, on est revenu. Donc, quand tu étais enfant, toi, tu as été élevé en France ? Oui, je suis né en 75. Donc, début de la guerre, tout de suite, on a été élevé au début au sud de la France et puis après à Paris. Et en 95, beaucoup de Libanais sont rentrés. Donc, tu avais 20 ans quand tu es arrivé là-bas ? Quand je suis rentrée, oui, ouais. C'est ça. 75, 95, 20 ans. Et j'ai commencé donc à travailler journaliste, tout allait bien. Et puis 2005, là, c'est fini. C'est comme une cassure. Cet attentat, c'était pas un attentat, c'était vraiment comme le juge Falcon, quelque chose sous la terre qui était un bruit assourdissant. Et puis après, on est parti juste avant 2006 aussi. Il y a eu Israël qui a bombardé. Puis après, il y a eu un peu de répit jusqu'à un peu entre les assassinats des journalistes et d'hommes politiques, donc jamais vraiment de répit. Et puis cette classe corrompue, avec surtout au niveau écologique, c'est-à-dire avant qu'on arrive jusqu'en 2019, il y a eu toute la pollution, le problème de la crise des déchets, c'est-à-dire toute l'infrastructure du Liban qui se délite parce qu'on voyait que c'était la corruption qui amenait à ça, au fait. Et mais on est toujours revenu en été à Noël pour fêter Noël avec les parents, avec les amis. On se retrouvait tous, toute la diaspora se retrouvait. Et c'est quoi un Noël libanais alors ça marche. Donc c'est déjà spectaculaire ça. Non, c'est surtout la famille qui se retrouve parce qu'on est tous éparpillés. Donc c'est ça, on se retrouve une fois par an. C'est très intense. Très, très intense, donc au niveau émotionnel, parce qu'on se retrouve à la fin, chacun repart s'éclater, vraiment dans le vrai sens du terme. Mais on se retrouve, donc c'est comme si on était unis, c'est comme un puzzle qui se réunit, donc on se sent plus fort, et puis après, on se divise. En fait, on se sent plus fort. Et qu'est-ce que tu aimes, toi, dans le Liban ? Donc, c'est comme... qu'est-ce que j'aime dans le Liban ? C'est quelque chose de très... c'est comme si toi, je te disais, qu'est-ce que tu aimes en toi ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu sens que tu... alors, étrangement, maintenant, lorsque je rentre à Marseille, je dis, c'est agréable d'être ici. Mais au fait, au Liban, c'est l'odeur, tout ce qui est odeur, odeur de café, odeur de thym, odeur du Liban, le ciel, les personnes. Voilà, mais le sud de la France... Il y a un petit peu ça, oui. Il y a un peu ce côté chaleureux et la langue arabe. Ah oui. Et la douceur de vivre. Alors maintenant, je sais que c'est... Maintenant, je suis revenue depuis, mais il y a beaucoup d'appauvrissement. C'est beaucoup de misère. Mais tout le monde est digne là-bas, mais c'est très difficile en ce moment. Oui, et encore une fois, les perspectives sont pas réjouissantes. Pas du tout, non. Ouais. Tout le monde, c'est un statu quo, un gel. Tout le monde attend voir qu'est-ce qui va se passer. Même pour... tout le monde attend, oui. Non, c'est pas réjouissant pour l'instant. Et qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a des secteurs de l'économie qui continuent aujourd'hui à fonctionner fort ? Par exemple, l'audiovisuel, je crois que ça continue à bien marcher, non ? Alors, il y a beaucoup de journalistes qui sont en train de quitter le Liban, qui partent dans les Émirats arabes unis. Pas mal, mais sinon, ça marche. Il y a, au fait, les plateformes Internet qui marchent bien, surtout la vente... vers l'étranger, de produits locaux vers l'étranger, ça marche parce que c'est la diaspora qui demande. Ah oui. Comme on est en manque du Liban, on achète. C'est une façon d'aider les gens sur place. D'aider et de retrouver un peu de Liban dans notre cuisine. Donc ça marche. T'as des adresses les plateformes. de sites qui sont oui, comme ça. Alors il y a buylibanese.com. Ça c'est très bien. Il y a 4-5 produits ou un peu plus. Tant au niveau épicerie que savon, ça marche. Et By Libanese. .com. BY.
Oui, B-U-Y, je pense. Ah oui, buylibanese.com. Celui-là est pas mal. Et c'est vraiment des produits libanais qui sont... Oui, c'est des produits libanais. Produits locaux. Exactement. Et la personne que j'ai eue qui s'en occupe m'a dit qu'il était surchargé et que ça marchait. Est-ce qu'ils ont de la tahina? Ils ont de la tahina, ils ont du za'atar, ils ont du pain libanais, ils ont les fameux marmoul. Justement, à Pâques, ici, à Marseille, tout était fermé, donc en mars, avril, et tout le monde cherchait du marmoul. C'est quoi le marmoul? C'est la pâtisserie pour les fêtes de Pâques. Et impossible d'en trouver, mais lui, il livrait. Et c'est quoi comme pâtisserie? C'est des pâtisseries fourrées soit à la date, soit à la figue, quelque chose pour Pâques, pour les fêtes de Pâques. Et c'est sympa ça. Buy Libanese. Ok, ça il faut acheter sur Buy Libanese. Exactement. Pour aider les Libanais. Oui, ça c'est bien. Donc ça marche comme secteur. D'autres secteurs qui marchent, mais c'est normal, mais c'est du bénévolat, c'est tout ce qui est association. Mais sinon, il y a beaucoup d'industries qui ont fermé, beaucoup de commerces qui ont mis la clé sous la porte. Au fait, oui, c'est ça. Et oui, c'est l'économie entière qui est en train de s'écrouler, qui s'est déjà en partie. C'est un château de cartes, oui, qui s'écroule. Mais comme je t'ai dit, il suffit d'une étincelle, d'un espoir pour que tout ça reparte. Pour que ça reparte, parce que les Libanais sont volontaires, ils reviendront, ils referont, ils reconstruiront. Mais pour l'instant, c'est un statu quo qui est terrible. On n'est pas habitué à ce gel comme ça, terrible, où rien ne bouge. Non, mais les Libanais ont un caractère spécifique. Sans vouloir généraliser, ça n'a pas de sens, mais on voit qu'il y a un esprit entrepreneurial très fort chez les Libanais. Ils savent pour rebondir, faire des choses. Et d'ailleurs, ils sont vus comme ça au Moyen-Orient. Moi qui ai eu la chance de voyager avec mon travail beaucoup, notamment en Jordanie, mais aussi dans d'autres pays de la région, les Libanais sont vus d'une manière spécifique. C'est-à-dire, il y a le Middle East et les Libanais, quoi, plus ou moins. Ça, c'est parce que peut-être le fait qu'on apprenne 3 langues dès le plus jeune âge, le français, l'anglais et l'arabe en même temps. Mais il n'y a jamais eu cette crise, même pendant la guerre, on n'a jamais eu c'est pas une déprime, mais c'est une vraie crise. C'est-à-dire avant, on avait accès, les gens, même pendant les pires moments de guerre, il y avait toujours de l'argent, il y avait toujours accès. Oui, parce que c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est que le Liban était aussi une des places financières les plus importantes du Moyen-Orient. C'était aussi un peu la banque du Moyen-Orient. C'est ça. Les banques étaient sûres, non, tout, chacun pouvait. On est venu, nos parents nous ont mis dans les écoles ici, il n'y a pas eu de problème, mais maintenant tout est bloqué. Au fait, les gens sont en otage, sont prisonniers au Liban. Mais qui a la clé de ce truc-là? Parce que c'est quoi le problème de fond? C'est un problème de dette vis-à-vis du reste du monde? C'est comment on arrive à cette situation de blocage qui fait qu'aujourd'hui, c'est interdit de retirer de l'argent dans les distributeurs qu'on est... Parce que je pense, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un taux au Liban, c'était connu, où il y avait 8% on pouvait placer notre argent et gagner 8%, mais c'est au fait gagner 8% sur quelqu'un d'autre qui gagne, et à un moment, lorsqu'il y a eu un manque de confiance, tout s'est écroulé. Beaucoup de personnes ont retiré leur argent, les ont mis ailleurs. Tout s'est écroulé. Donc c'est un peu comme un super Madoff. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ah oui, tu veux dire qu'il y avait une sorte de bulle sur la monnaie où les investissements, l'épargne en livres libanaises était très bien rémunérée. Exactement. Sauf que ça reposait pas forcément sur des fondamentaux économiques super solides, et que à partir du moment où les gens ont commencé à retirer leurs actifs, le système s'est effondré. C'est ça. Et après, donc, la banque a décidé de tout arrêter. Donc maintenant, les gens ont le droit de retirer, mais vraiment chaque semaine et leur épargne ne vaut plus rien. Donc c'est ça, c'est un système mais il suffit que la confiance, si un jour la confiance revienne dans les banques.
Oui, c'est ça qui est terrible. C'est de dire en même temps, c'est pas grand-chose finalement. Non, c'est pas grand-chose. C'est un problème. Mais là, c'est technique. sûr, quand on voit le Liban, tout est à reconstruire. Et qui va venir, voilà, tout le monde attend qui va venir sauver le Liban, sauver les Libanais, c'est sûr, les Libanais, oui, les Libanais. Il faut que ce soit les Sauf Libanais. que les Libanais veulent qu'il y ait une réforme au sein de ce gouvernement pour pouvoir faire. Donc c'est un blocage parce que chacun s'accroche à son pouvoir. Et donc il y a un blocage, il y a un réel blocage entre les Libanais, entre ceux qui s'accrochent au pouvoir et ceux qui veulent... plus personne n'a confiance pour aider. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est une impasse politique, économique, sociale, mais bon, il va bien falloir sortir de l'impasse. Oui, on attend, c'est géopolitique en plus, c'est économique aussi, tout ce que tu veux, mais aussi à la géopolitique. On attend voir d'ici fin janvier qui va reprendre les rênes du monde. Oui, ça dépend beaucoup de ce qui va se passer au niveau des États-Unis et de la Chine, comme tu disais, mais qui est le problème de toute façon, d'une manière générale, du monde. Mais au Liban, on le voit plus. Je ne sais pas pourquoi on le voit plus, peut-être parce qu'il y a moins de... Et il y a aussi toutes les eaux méditerranéennes, les eaux où il y a eu du gaz. Donc voilà, il faut voir. Et le Liban aussi, c'est une place importante au niveau du port parce que c'est lui qui amène pour tous ses voisins. Donc il a une place importante, le Liban. C'est un pays petit mais important de par ses ports, de par sa convoitise. Donc il faut attendre voir. C'est dur d'être souverain dans ce... Ça a été dur, c'est vraiment dur d'être un pays souverain dans tant de contexte géopolitique. Il était bien entre 43 et 75, puis après, c'est difficile de garder sa souveraineté. Et oui, puis c'est à la croisée de tous les conflits entre l'Orient et l'Occident, conflits spécifiques entre les Arabes et Israël, conflits entre les chiites et les sunnites, entre les chiites et aussi les chrétiens d'une certaine manière dans le monde arabe. Donc il est à la lisière de tous ces conflits en réalité. Enfin, tous ces conflits existent dans la population libanaise. Exactement. Mais je pense pas que le fait qu'on soit laïque changera grand. Je pense pas. Il faut vraiment attendre la géopolitique, une paix autour du Liban pour que ça. Quand le Liban va bien, le monde va bien en général. Oui. Et sur le Moyen-Orient, comment tu vois les choses? Oui, comme tu as dit, maintenant il y a une paix entre Israël et les pays à majorité sunnite. Tu as l'Iran qui est un pays chiite mais non arabe. Tu as les Russes, tu as la Turquie, tu as des alliances qui se forment. Tu as des alliances qui sont en train de se former. Oui, qui sont en train de changer en fait. Oui, qui sont en train de changer. Exactement. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est spectaculaire. Le rapprochement d'Israël et des sunnites, c'est quand même un truc assez dingue. Ça, c'est Trump. Ouais. C'est Trump avant de partir qui a... Et très vite, ça s'est fait tellement vite, tout s'est fait vite. Maintenant, même le Liban, il y a des pourparlers entre le Liban et Israël pour les eaux territoriales. À voir si ça passe. Peut-être c'est une manière de s'allier contre l'Iran, je ne sais pas tout. Mais c'est sûr que maintenant au Liban, lorsqu'il y a un manque d'argent, on essaye de survivre. En fait, les gens là-bas essayent de survivre au quotidien et ne peuvent plus trop réfléchir à toutes ces questions géopolitiques. On a bercé dans ces questions géopolitiques depuis très longtemps. Ah oui, et puis c'est aussi très difficile à comprendre parce que c'est comme une plaque mouvante, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Les intentions des uns et des autres sont toujours, évidemment, enfin, sont jamais dites clairement. Il y a toujours des histoires derrière. C'est extrêmement difficile à comprendre, à lire, etc. Mais c'est vrai que le Liban est très dépendant
du contexte du Moyen-Orient, parce qu'il est au cœur d'une influence, de toutes les influences qui dessinent aujourd'hui le Moyen-Orient. Et au Liban, même, à l'intérieur, il y a des influences aussi différentes suivant le parti qui est proche de l'Iran, l'autre qui est proche des États-Unis, l'autre qui est proche de... Donc même au Liban, il y a des déchirements et c'est difficile de fédérer un Liban uni en pensant au Liban avant de penser à on est proche de qui, on est proche de quoi. Mais est-ce qu'il y a des chiites qui sont pas pro-iraniens, par exemple? Bien sûr, bien sûr, mais c'est bien sûr, évidemment qu'il y a des chiites qui sont pas... Mais je vous parle de ceux qui sont au pouvoir. Oui, la population libanaise est différente. Pendant la Révolution, il n'y avait pas... On était tous unis, qu'on soit sunnites, chiites, chrétiens. Tout le monde était dans la rue pour le Liban avec le drapeau. Mais quand il s'agit de pouvoir, ça change. Donc, ce n'est pas vraiment une question de religion. C'est plus une question de pouvoir. Et oui, ça c'est souvent le cas d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait l'unité entre justement un chiite, un sunnite, un chrétien au Liban? Alors c'était l'amour du Liban, donc l'amour géographique du Liban géographique, l'amour de sa patrie, c'était surtout le Liban. On pensait au Liban avant même de penser à sa communauté. À sa communauté, exactement. Et ça a changé ou pas? Ça a changé quand tu veux dire trouves pendant que ça a changé ou pas? Ou c'est toujours comme ça? Non, pour la population libanaise, c'est toujours comme ça. Il y a pas, d'ailleurs, tu as vu, il n'y a pas de guerre civile entre les gens. C'est juste cette classe politique qui s'accroche au pouvoir. Les gens, il n'y a pas eu de problème au niveau entre civils au Liban depuis cette crise. Mais même les responsables politiques ne sont pas... ils préservent cette unité d'une certaine manière. Ils ne font pas des déclarations à l'emporte-pièce sur tel ou tel parti de la communauté libanaise. Non, ils ne font pas, c'est juste. Ça, mais ils s'accrochent tous, ils sont tous... Ils s'accrochent, ils sont tous unis parce que tout le monde veut les faire tomber, donc ils sont plus que jamais unis entre eux. Et oui, ça c'est sûr. J'ai vu que dans les interviews, il y en avait un qui disait il faut arrêter... dans le magazine que tu as laissé, un magazine libanais, des gens qui disaient il faut arrêter avec la politique du partage du gâteau. Exactement, c'est ça, c'est le partage du gâteau. Mais c'est un politique qui disait ça. Lui, il disait non, il faut arrêter avec cette politique. Oui, mais ça, c'est le summum. C'est génial. C'est ça, en fait. Et maintenant, c'est comme ça. Il y en a qui disent il faut arrêter, on est contre la corruption. Nous sommes contre la corruption, mais de qui? Voilà, donc ça devient absurde, comique et triste et folklorique. Il faut sauver la face, mais voilà, ça devient... c'est du summum de... Et oui, mais là, en plus, avec la crise sanitaire, donc les gens sont enfermés. Oui, exactement. Oui, ils peuvent pas... Il n'y a plus de révolution. Ils n'ont plus de sous, ils ne peuvent rien acheter. Exactement. Non, mais c'est terrible ce qui se passe. Oui, ils ne peuvent plus... Mais il y a un jour où les gens vont pouvoir commencer à ressortir. Ça peut pas tenir une situation pareille. Ça peut pas tenir, sauf si chaque parti est en train d'aider sa communauté. Peut-être c'est ce qui se passe, chaque parti aide sa communauté pour un peu les calmer et les chrétiens émigrent pas mal d'émigration. Ah oui. Ouais, ce qui n'est pas bon pour le long terme non plus du Liban, j'imagine. Non, mais voilà, le Liban, c'est sûr que là, il est en train de changer. Jamais, tout le monde vous dira, depuis des plus vieux jusqu'aux plus jeunes, il n'y a jamais eu ce tournant du Liban autant, comme ce que le monde est en train de vivre. Il y a un tournant qui est en train de changer, il y a une donne qui est en train de changer. Partout dans le monde, et au Liban, on le voit. C'est le Liban qui est en train de changer. Maintenant, il se peut qu'ils rebondissent, tout le monde espère, mais c'est sûr que ce changement, on le voit déjà au niveau de l'appauvrissement. Enfin, ça, si c'est un modèle pour la suite, c'est inquiétant, parce que on peut imaginer que des choses qui se passent à l'échelle du Liban peuvent se produire aussi sur des pays beaucoup plus gros. Hein. Évidemment, oui. Qui empêchera tout d'un coup de vous dire « Ah, vous pouvez plus retirer de l'argent ». C'est comme ça, on peut plus retirer.
Oui, c'est sûr que ça peut se passer ailleurs. Et là, c'est fini, vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier de... Vous ne pouvez plus voyager, vous ne pouvez plus rien faire. Mais il faut voir... Il faut attendre voir. Maintenant, la seule préoccupation des Libanais sur place, c'est est-ce que mes enfants vont revenir à Noël pour qu'on puisse fêter Noël. Tout va bien, revenez, tout va bien. Au fait, c'est ça, c'est la joie de chacun de se retrouver, de chaque famille de se retrouver. Maintenant, entre la situation au Liban et le contexte sanitaire, il faut voir. Oui, ça a l'air d'être compliqué. Mais écoute, on verra. Ça, c'est vrai que ça ne fait que rajouter à l'incertitude. Situation déjà super compliquée. Ouais, il faut espérer que Noël puisse se faire, surtout quand on vit des choses comme ça. C'est d'autant plus important de pouvoir se retrouver. Mais je pense aussi aux Arméniens dans le Haut-Karabakh qui sont en train de vivre des moments atroces. Là-bas, c'est l'atrocité qui se passe avec des gaz, des bombardements au phosphore, des choses affreuses qui se passent sous silence. Et donc, je demandais à des amis arméniens en France, mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose comme... des concerts, des choses comme quand il y a eu le 4 août. Ils ont dit, mais parce qu'on ne peut pas, parce que c'est-à-dire que si jamais quelqu'un fait un concert, c'est-à-dire qu'il est contre la Turquie, ici, tout est silencieux, ça ne se dit pas vraiment ce qui se passe, c'est affreux, on n'en parle pas, parce que si on en parle, c'est-à-dire qu'on prend parti. Donc, c'est difficile aussi pour les Arméniens, ceux qui sont en train de subir dans le Haut-Karabakh. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Ils sont en train de se faire expulser d'un territoire entier, de plusieurs villes. Dans le silence. C'est la guerre, c'est l'horreur de la guerre dans toute sa splendeur. Et c'est la Russie maintenant. La Russie est sur place pour maintenir le cessez-le-feu. Ils ont laissé les Kazakhstan faire leur offensive, mais ils sont venus après pour stopper l'offensive là où elle s'est arrêtée, quoi, c'est ça ? Oui. Donc c'est eux qui font un peu le gendarme là-bas. Exactement, comme les Syriens à l'époque, chez nous, lorsqu'ils faisaient le gendarme contre les Palestiniens. Non, mais de toute façon, c'est vrai que le monde vit des mutations incroyables, hein, avec qui sont en plus... il y a une espèce de zoom et de loupe qui est faite avec le Covid, où on voit d'autant plus les difficultés, les défauts d'un certain nombre de pays. Mais le monde est en train de changer à une vitesse hallucinante, comme on n'a jamais vu. Très rapidement. Et peut-être qu'il change parce que aussi la nouvelle technologie fait que ça change très rapidement et on le voit très rapidement. Je pense que ça suit la rapidité de la technologie. Oui, il y a un rattrapage aussi d'un monde aussi qui était dans les structures qui pilotaient l'ancien monde ne sont plus adaptés au nouveau monde, et qu'il y a une espèce de rattrapage qui est en train de se faire et qui du coup donne un sentiment d'accélération très fort. Même si je pense que tu as raison, les nouvelles technologies aussi jouent un rôle important, mais tu vois que comment l'ONU, qui est un organisme qui était créé par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que est-ce qu'il est toujours adapté, si tu veux, pour la situation mondiale actuelle ? C'est pas sûr. Il faut probablement. Mais comment tu réformes un truc comme ça ? Tu ouvres la boîte de Pandore quand tu essaies de réformer un machin comme ça. C'est hyper compliqué. Si on réforme demain l'ONU, ça veut dire que il faudra notamment remettre en question les droits de veto des 5 pays qui l'ont. Bon, mais ça, c'est des trucs. Si tu remets ça en cause, ces discussions n'ont plus finir. Personne ne voudra renoncer à son droit de veto. Donc c'est irréformable, un système pareil. Oui, il y a une mutation. Tout à fait ça, Antoine. Ouais, et ben espérons que cette mutation... Après, c'est vrai que les mutations sont aussi des périodes dans lesquelles il peut tout se passer, où les choses peuvent aller très mal, mais elles peuvent aussi être le début de choses qui sont... nouvelles et qui sont hyper intéressantes et super, super bien. Oui, mais quand on y est dedans, c'est un peu difficile, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on espère. C'est ce que les Libanais espèrent et ce que tout le monde espère, je pense. On va voir après le 30 janvier ce qui va se passer.
Et comment tu vois la jeunesse libanaise aujourd'hui? Alors, la jeunesse libanaise est... Parce que ça reste un pays très jeune, je crois, démographiquement. Il y a une démographie qui est quand même plus jeune que la France, non? Elle est un peu plus jeune que la France, mais il y a une immigration. Et la jeunesse se dit, même si on quitte maintenant notre pays, on veut revenir le construire à nouveau. On veut revenir le construire. Donc, plusieurs jeunes, même de la deuxième génération, qui n'étaient pas très proches, qui ne savaient pas s'ils étaient libanais ou pas, là, qui se sentent tout d'un coup la fibre libanaise et qui se disent on veut aider notre pays, on aime notre pays. C'est des jeunes qui n'ont pas connu la guerre, mais qui ont cette envie de revenir et de faire des études pour revenir au Liban, aider comme ce que nous, à l'époque, on avait envie de faire, revenir au Liban et aider. Et on est reparti déçus, mais eux recommencent à faire la même chose. Donc c'est bien, il y a toujours cet espoir de revenir au Liban, et c'est très très bien, et de pouvoir aider à le reconstruire. Ah ouais, il y a tout à faire encore maintenant, tout à refaire, tout à reconstruire. Tout à reconstruire, oui, aussi bien politiquement que... Trouver la nation, c'est ça, c'est trouver la nation libanaise, qu'on soit tous d'accord. Et ouais, bah écoute, c'est un beau chantier. Et comment tu y participes, toi, à ce chantier, Zaina? Donc moi, j'essaye comme je suis à Marseille, donc je suis journaliste, j'écris pas mal dans les journaux libanais concernant la diaspora, comme maintenant le monsieur Noubar Afeyan de Moderna, qui est arménien et libanais, le patron de Stéphane Bancel, au fait, qui est arménien et libanais, qui a réussi. Donc j'essaye de faire connaître et le Liban en France et Marseille et la France au Liban, donc ou en faisant des documentaires ou des conférences là ou là-bas. Donc toujours en train d'essayer de faire les deux, pour le Liban et ici pour la France. C'est de faire un pont entre la France et le Liban. Oui. La France qui a beaucoup, beaucoup aidé les Libans, où le président Macron est tout de suite venu après le 4 août dans les quartiers sinistrés. Et il était très proche. Aucun homme politique n'était descendu pour soulager la population. Donc vraiment... Même les voisins ne sont pas venus. Il y a pas Lesquels? Je ne sais pas, dans les voisins du Liban. La Syrie, mais ils sont occupés, ils ont beaucoup de problèmes. Non, Syrie, non, bien sûr. Non. Même je parlais des politiciens libanais ne sont pas descendus pour voir. Donc, la France, les politiciens libanais ne sont pas descendus voir la population libanaise sur place. Donc, vraiment, la France a une place particulière au Liban. C'est comme le grand frère. Il y a des liens très forts entre le Liban et la France. Des deux côtés. Et qui continue. Oui, qui continue, même pour les écoles, qui continue, on va voir. Est-ce que le français est toujours une langue officielle au Liban? Officielle, enfin, elle est apprise, mais tout ce qui est administratif, c'est toujours arabe, mais elle est apprise dès la maternelle, les gens parlent l'anglais et le français. Et l'anglais et le français, oui. Maintenant, il commence à y avoir des échanges entre les universités, entre Pékin et Beyrouth. Mais tous les Libanais apprennent le français et l'anglais? Le français, l'arabe et l'anglais. Et l'arabe, bien sûr. Oui. Ouais. Le français, l'arabe et l'anglais. Oui, ça c'est quand même génial. Ça fait Oui, ça fait qu'on peut fuir. Vous pouvez revenir. Et revenir. C'est ça, l'arabe aussi est important. Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu prévois, toi, pour Noël? Tu vas essayer d'aller au Liban? Oui, on va essayer avec mes sœurs, mon frère, de revenir au Liban. Revenir parce que les parents, je pense ils préfèrent qu'on revienne tous. C'est quoi les plats de Noël au Liban? Alors, les plats de Noël au Liban. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle siyadi. D'ailleurs, ici à Marseille, si quelqu'un nous écoute, il y a un monsieur qui s'appelle... Donc, il a un restaurant chez Marouane. Il est traiteur.
C'est dans le 5e chez Marwan. Il fait une très bonne siyadi. Et la siyadi, donc, c'est le riz un peu brun avec un loup décortiqué, une sauce très très bonne à base de tahine. La siyadi est très bonne. On fait aussi évidemment une dinde comme ici. On fait il y a peut-être toujours taboulé, hummus, batenjen, tous les plats que vous connaissez. Il y a arnabiye aussi, c'est quelque chose de très très bon. C'est de l'orange, donc c'est un plat salé, aussi avec du tahine, de l'orange amère et des grandes boulettes de viande. C'est très très bon. Ça, c'est un repas de Noël, arnabiye. Oui, c'est une sauce à base de tahine et d'orange amère. Difficile à faire, mais très très bonne, chaude. Ah ouais, c'est bon. Ça, c'est très bon. La cuisine libanaise, c'est un summum, quand même. Voilà, donc là, ils vont, dépenser, 1 milliard pour pouvoir nous inviter. J'aurais dit, c'est pas grave, oubliez. Non, c'est l'important, c'est de se retrouver parce que c'est pas possible. Là. En livres, ça fait 1 milliard. Je sais pas, mais je dis, mais c'est un truc de dingue. C'est tout. Donc, on va... Mais là, tu peux venir avec de l'argent frais, du coup, là. Oui. Là, t'as le droit. Oui. Tu peux amener, pas beaucoup, mais tu peux amener 500, 400 euros, comme ça. Ah, t'es limité sur l'argent que tu peux emmener ? Oui, parce que sinon, oui, tu es limité. C'est bizarre. Oui, ils veulent pas qu'il y ait trop. Je sais pas pourquoi ils veulent. Je pense qu'ils veulent pas qu'il y ait trop de dollars. Je sais pas. Tu es limité. C'est quelque chose de très particulier, oui. Ah bon, donc même si... Limité, c'est-à-dire de l'argent, mais sinon on peut envoyer de banque, on peut donner à nos parents sans problème, mais pas quand on vient à l'aéroport. Ah oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à la jeunesse libanaise ? Je veux leur dire, donc à la jeunesse libanaise, qui sont le futur du Liban, et qu'ils essayent de regarder ce qui se passe exactement pour ne pas refaire les mêmes erreurs de cette classe politique, et surtout maintenant la jeunesse qui est très préoccupée par tout ce qui est environnemental, toutes les questions environnementales, qu'ils fassent attention au Liban, qui est un pays, d'ailleurs Liban qui voulait dire Laban, c'est-à-dire c'est un pays avec de la neige en hiver, il fait bon vivre, il faut préserver le Liban au niveau écologique, et puis essayer de chercher c'est quoi une nation libanaise, et revenir et aimer leur pays comme ils le font très bien, et faire attention de ne pas être avide d'argent et de pouvoir au-dessus de tout ce qui est écologie, et de vendre son pays pour... des intérêts purement financiers. C'est des conseils qu'on pourrait donner à n'importe quel jeune du monde entier. Oui. oui. Et si tu devais conseiller à des gens qui s'intéressent un peu au Liban mais qui connaissent pas bien, alors le tourisme en ce moment c'est pas possible, enfin c'est compliqué, mais est-ce que tu as des bouquins à conseiller ou des choses ou même de la musique libanaise pour ceux qui connaissent pas, tu vois, qui veulent se... C'est une bonne question. Alors il y a des films aussi, il y a les films de Nadine Labaki qui sont bien. Les films de Ziad Douaihi. Il y a des films qui sont... Il y a quoi comme film ? Je ne connais pas du tout, ni l'un ni l'autre. Nadine Labaki, c'est une réalisatrice qui a fait pas mal de films qui sont bien, Capharnaüm ou bien mais où va-t-on, je ne me rappelle plus exactement du titre. Et Ziad Douaihi, il a fait West Beyrouth, très sympathique, c'est pendant la guerre, ça c'est un bon film. Et sinon, comme livre, il y a évidemment Amin Maalouf, Les Désorientés, qui explique à travers un roman, très bon livre. Et un autre livre aussi d'Amin Maalouf, son dernier essai, pas son dernier livre, c'est sur la chute, je pense que ça s'appelle La chute des civilisations, ou bien un de ses derniers essais sur toute la région du Moyen-Orient, où il explique qu'au fait, l'année phare, où tout a basculé pour lui, c'est 79, lorsque l'Iran a pris...
Voilà. Non, lorsque l'Iran a pris le pouvoir et que le Shah est parti et que Margaret Thatcher aussi a commencé à faire. Donc pour lui, l'année 79, c'est une année charnière dans le basculement. Mais il s'est pas arrêté, il n'est pas arrivé jusqu'en 2020, je crois que ça s'est arrêté après, mais c'est un très bon livre. Et qu'est-ce qu'il y a encore Il y a aussi le film que Michel Onfray a filmé au Liban, un documentaire en février sur la Révolution, qui est bien parce qu'il interroge beaucoup d'acteurs sur place, justement cette laïcité, qu'est-ce qu'il faut faire, comment sortir, c'est bien, il est bien fait. Et ça, on le trouve où ? Sur sa page michelonfray.com, tu peux le voir. Il est bien, le documentaire. Ok. Et pour ceux qui sont à Marseille, est-ce que tu as des commerçants libanais à nous recommander ? Tu as chez Marwan, donc ce restaurateur qui est bien. Ça s'appelle chez Marwan. Sinon, tu as Wadina, qui est un traiteur à la rue Breteuil, qui est très bien. Et puis, voilà, ceux-là sont bien. Il y a un à Cassis, j'ai oublié le nom, c'est au bord des rives ou quelque chose comme ça, mais Wadina et chez Marwan, c'est de bons traiteurs libanais. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Zeyna. Merci à toi, Antoine. On souhaite tous le meilleur pour le Liban, et bien sûr. Et puis, on est heureux que la France fasse sa part du job. Merci. Même si c'est sans doute pas assez, mais bon, au moins c'est bien que ce soit fait. Et puis surtout, bonne chance au Liban, à tous les Libanais, parce que c'est vraiment un pays extraordinaire qui doit pouvoir sortir de cette crise qui n'en finit plus, qui est dramatique. Merci beaucoup, Antoine. On se verra d'ici un an, comme ça on verra. On fera le point dans un an. Merci. Merci Zeyna. Merci à toi. Au revoir. Ciao.